Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Zone Franche de ce dimanche. Le Bénin, vous le savez, a un nouveau visage, une nouvelle impulsion et les grandes manœuvres ont commencé au sommet de l'État quelques semaines seulement. Après son installation, le président Romuald Wadaï déploie son style, une gouvernance qui se veut agile, naviguant à vue d'œil entre urgence intérieure et impératifs géopolitiques. Sur le front domestique, les premières mesures économiques et sociales sont tombées, vous le savez, au Conseil des ministres passé. Face à la cherté de la vie et aux attentes pressantes des populations, ces décisions seront-elles apportées le soulagement immédiat tant espéré ou restera-t-on dans le domaine de la haute technicité et macroéconomique, rupture de style ou continuité des réformes? Le débat se fait ici même sur Zone Franche, mais le front intérieur ne suffit pas. C'est à l'échelle sous-régionale que le chef de l'État a choisi de mener sa première grande offensive, une tournée stratégique des poignées de main hautement politiques dans un contexte ouest-africain marqué par les turbulences de la CEDEAO et la montée de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Quel rôle le Bénin entend-il jouer aujourd'hui, médiateur de l'ombre ou partenaire pragmatique? Et surtout, quelles retombées concrètes pour notre économie frontalière et notre sécurité nationale? Nous posons la question à notre invité pour décrypter justement ces enjeux majeurs, poser le diagnostic et entrevoir les perspectives de ce triple septennat qui s'ouvre. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau une voix forte de l'hémicycle. Elle est députée à l'Assemblée nationale, honorable Alimatou Badarou. Bonjour. Bonjour, M. Franck. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Eric Guédéron, bonjour. Bonjour à vous, Franck Aoulmou. Alimatou Badarou, bonjour. Bonjour, Eric. Merci de votre disponibilité. Avec vous, on va passer en revue les premières mesures sociales prises par le président de la République, Romuald Wadaï, à l'issue du tout dernier Conseil des ministres. Dites-nous comment, en tant que député, vous appréciez déjà ces décisions, notamment dans le domaine du social, de l'éducation et de la santé. Je dirais d'entrée de jeu que le président Wadaï n'a fait que concrétiser ce qu'il a promis pendant les campagnes. Évidemment, il a décidé d'appuyer sur l'accélérateur parce que nous avons la chance et il a la chance d'avoir hérité d'un Bénin qui a connu de grandes réformes ces 10 dernières années. Et donc, en réalité, pour le président Wadaï, il a pu recommencer. Il s'agit d'accélérer pour aller très vite et très loin. Et c'est ce qu'il a décidé et qu'il a commencé. Et il faut saluer vraiment ces actions fortes. D'abord, à l'endroit de nos jeunes filles qui, désormais, sur le plan scolaire et l'enseignement secondaire, puisqu'on a vu que la gratuité était depuis le primaire jusqu'au premier cycle secondaire. Maintenant, ça va être tout le cycle secondaire technique. Et c'est à saluer, c'est une très bonne chose. Nous allons espérer que les jeunes aussi, les jeunes garçons aussi en bénéficieront un jour, puisque nous entendons déjà gronder pour dire pourquoi les filles, pourquoi que les filles. Et donc, nous saluons cela parce que nous savons que l'objectif, c'est de maintenir les filles dans le système éducatif et tout projet qui concourt à investir dans les filles et les femmes concourt à structurer à long terme un pays. Et donc, il faut saluer cela. Et je crois que les ménages, beaucoup de ménages seront heureux de voir que désormais, l'État porte leurs filles à ce niveau où l'école sera gratuite jusqu'à la fin du cycle secondaire. C'est à saluer. Et ça encourage toutes les femmes d'ailleurs. Et nous avons vu, au-delà de ça, un acte fort pour dire que ce n'est pas que des mots, pour dire qu'on veut travailler pour le leadership féminin, on veut travailler à l'autonomisation des femmes. Ça, c'est des faits, c'est des gestes, c'est à saluer. Et au-delà même de ça, j'en profite pour dire encore que nous sommes contents de savoir que l'aide de camp du président de la République, c'est une femme. C'est pour la première fois dans l'histoire du Bénin qu'on a une femme à ce niveau. C'est la preuve que les femmes peuvent faire ce que les hommes font. Et ça nous honore, ça honore le Bénin. C'est une agodie qui est à côté du président de la République, puisque nous voyons l'Amazone qui regarde déjà la présidence. Et donc, ça se confirme maintenant à travers le choix de Mme Toupé. Et ça nous rend fiers. Nous sommes vraiment fiers et ça traduit vraiment la volonté politique de changer vraiment la vie des femmes et non des actes de parole, je veux dire. Alors, donc, du coup, au-delà de cette mesure
qu'on a vues sur le plan scolaire. Une autre mesure à saluer, c'est la prise en charge des cas d'urgence où vous n'allez plus venir aux urgences. Maintenant, on va vous dire, quelqu'un qui entre la vie et la mort, on demande à attendre ses parents ou bien qu'ils reviennent d'abord à la vie pour demander s'il a de l'argent. Puisque moi, ça m'est déjà arrivé. En 2005, j'avais un accident, j'étais dans le coma. Et je me rappelle que quand je m'étais réveillée le soir, les aides soignants me disaient Madame, vous avez de l'argent puisqu'on devait payer 8 000 francs. La personne qui m'a suivi avec les sapeurs-pompiers avec que 5 000. À cause de ça, on ne m'avait pas donné les soins. Et aujourd'hui, moi, je suis encore vivante, je rends grâce à Dieu. D'apprendre cela, c'est à saluer. Franchement, il faut l'encourager. Nous allons seulement inviter nos camarades, nos compatriotes qui sont dans les centres à bien mettre ça en œuvre, à le faire correctement, puisque ça se fait ailleurs. On peut aller à l'école des États qui le font. Où ça a marché. Où ça a marché. J'entends les gens dire que 1 milliard, ce n'est pas beaucoup. Mais le milliard, il a peut sauver beaucoup de vies, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment un acte salutaire, c'est à encourager. Et ça veut dire que ceux qui n'ont personne, parce que celui qui entre la vie et la mort, il peut même avoir l'argent et les moyens, mais il ne peut rien. Quand moi, je me suis réveillée, c'est en ce moment, je leur disais que oui, j'avais 31 000 dans mon sac. Et c'est en ce moment qu'on va me donner les promotions, on va me faire rentrer en salle de réanimation. Sinon, je suis dans le couloir laissé comme ça, jusqu'à ce que je revienne à la vie. Donc, c'est pour dire que vraiment, c'est à encourager, c'est à saluer. On peut sauver beaucoup de vies. Donc, c'est une réforme structurelle qu'il faut saluer. Et je vais dire que les Béninois ont de la chance de vivre ça. Nous avons de la chance de vivre ça. C'est une chose extraordinaire. Je ne savais pas que j'allais voir ça de mon vivant. Et l'autre chose encore, c'est sur le plan agricole, toutes les mesures mises en place aujourd'hui pour accompagner les agriculteurs, encourager au-delà de 700 000 tonnes. Il y a des mesures pour stimuler, pour encourager les producteurs, que ce soit au niveau du riz, du cajou, du soja, c'est à saluer. Donc ça encourage, ça veut dire que les exploitants agricoles demain vont voir leur vie aussi s'améliorer. Les usines vont bien tourner puisqu'on encourage la production d'abord pour rassurer déjà les capacités des unités sur place avant de penser même qu'on va exporter. Tout ça vraiment c'est à saluer. Ça veut dire que le président de la République mesure vraiment l'enjeu. Il est vraiment un homme de terrain. Au-delà d'être un expert, c'est aussi un homme de terrain parce qu'il a compris tout de suite qu'il faut agir sur le panier de la ménagère pour que le quotidien du Béninois s'améliore. Donc, il a touché vraiment des points sensibles. Si vous allez au niveau des jeunes, au niveau de l'université, des bus qui ont été annoncés, il y a des restructurations qui sont annoncées pour le hébergement, pour les transports, tout ça, c'est déjà hâté. Donc, vraiment, tout ça, c'est à saluer. Vraiment, nous sommes fiers et je suis convaincue que tel que c'est parti, c'est-à-dire c'est d'accélérer, aller plus loin. Et ce n'est qu'ensemble qu'on ira plus loin. Donc, mon souhait, c'est que les Béninois accompagnent cela. Vous avez fait d'une pierre plusieurs coups sur l'ensemble des mesures prises par le gouvernement. Alors, cependant, puisque vous avez rappelé à l'instant que Romède Wadagne, alors candidat, avait fait des promesses, vous savez, pour beaucoup de nos concitoyens, quand un candidat fait des promesses, voilà, on se dit que c'est juste pour la période électorale, c'est pour charmer le public. Est-ce que pour vous, ça a un sens quand un candidat il fait des promesses et qu'une fois à la tête de l'État, il applique véritablement ce qu'il a promis? Oui, ça a un sens. Et ce n'est pas une première. Je vais dire que c'est une deuxième. Puisqu'avec son excellence, le président Patrice Talon, nous avons déjà vu ça. Lui aussi, il avait son PAG. Il avait mis des trucs en place et les gens n'y croyaient pas. C'est vrai qu'il fallait serrer la ceinture pendant 3 ans. En ce moment, on faisait déjà la conception théorique d'abord sur papier avant la mise en application. Et nous avons eu le temps de voir les 7 années qui vont suivre, ces 3 premières années, qu'il y avait de la matière, il y avait du travail. Et donc, ce qui était promis était fait. Évidemment, le temps n'a pas suffi. Et puis, il faut maintenant continuer. Et c'est pour ça qu'on a dit Une façon de dire que ces mesures sociales, c'était ce qui manquait à la gouvernance de Patrice Talon? Ben, c'était la suite, en fait. Parce qu'il ne pouvait pas tout faire en 10 ans, en fait. Il fallait restructurer les bases. Et c'est ce qui a été fait. Nous l'avons fait ensemble, n'est-ce pas? Et donc, nous avons... Et c'est pour ça, d'ailleurs, nous, les partis politiques, nous avons dit qu'il fallait choisir quelqu'un de la dynamique pour continuer la dynamique. Et celui-là de la dynamique, c'est le président Romyad Wadagne qui était dans le système. Et donc là, il ne recommence plus rien, il ne fait que continuer. Mais pour continuer, il a décidé d'accélérer, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc c'est la suite logique de ces réformes structurelles qu'on avait mis en place pendant les 10 dernières années. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est pour dire que nous avons commencé par voir ce genre de choses depuis 10 ans. C'est vrai que les Béninois avaient peur en se disant que si le président Patrice Talon pas, est-ce que, mais maintenant on vient de voir que
Là, la machine est là, elle a décidé d'accélérer. Elle est bien huilée pour... Elle est bien huilée, c'est ce qu'on sait faire qu'on dit, c'est ce qu'on peut faire qu'on dit. On n'invente pas, on ne donne plus des programmes parce qu'il y a une expression qui disait que les militants qui croient promesses de campagne, ça leur risque. C'est terminé au Bénin. Au Bénin, on a changé ça. Au moins, donc il faut saluer ça. Est-ce que c'est pas trop tôt pour faire cette conclusion? Trop vite en besogne. Non, mais regardez tout de suite, en 10 jours. En 2 semaines, vous avez vu combien de décisions on a pris pour changer le quotidien des Béninois et qui va affecter directement le pouvoir d'achat de... On attend l'application. Nous sommes déjà là. On est là pour accompagner les tests qu'il faut pour mettre tout ça en application. Donc, c'est pour vous dire que ça, là, c'est déjà fait. Et qu'il faut vous attendre à d'autres choses extraordinaires. Vos mandants, nos frères et sœurs, c'est dans le plat. Ce qu'ils veulent constater, il faut qu'ils le sentent véritablement dans leur plat, dans le panier de la ménagère. Est-ce que véritablement... ces actions, ces mesures qui ont été prises déjà en moins d'un mois apportent des réponses concrètes et immédiates aux ménages les plus vulnérables? Oui, je vous assure, parce que imaginez dans des ménages où il n'y a que des filles qui sont scolaires et que la maman est obligée, peut-être 2 mois avant, de faire un prêt pour payer la scolarité des filles. Aujourd'hui, maintenant, elle est déjà relaxe, tranquille. Elle sait que là, dans 2 mois, c'est chose faite, il n'y aura pas de stress. Tout ce qui va lui rester, c'est peut-être d'aller chercher au niveau des fournitures. Encore que les extrêmes pauvres sont pris en charge. Au niveau des affaires sociales, il y a des filets sociaux. Des transferts, oui, des filets sociaux. Il y a des transferts militaires qui se font. Il y a des kits scolaires qu'on leur donne, tout ça. Donc, là, le second cycle, là, qu'on vient de... Aussi, ça peut paraître banal, mais ce n'est pas banal. Parce qu'il y a des foyers pour qui le montant de la scolarité de la fille, c'est peut-être le salaire du papa, c'est peut-être un agent de sécurité, le SMIC, quoi. C'est la moitié du SMIC. C'est dans ça qu'on va payer le loyer, on va payer l'électricité, on va manger, faire les provisions. Le papa, comme ça, et la maman, peut-être qui va au bord de la voie, qui vend la bouillie ou je ne sais pas trop, mais qui veut quand même que son enfant réussisse parce qu'il pense que sa fille, peut-être, c'est elle qui va sauver la famille, elle va réussir. Mais ce n'est pas facile pour trouver ce montant pour payer cette scolarité. Là, c'est réglé. Vous comprenez? Donc, déjà, psychologiquement, c'est bon pour le mental de ces foyers-là. Et quand vous regardez les statistiques, le plan social, la vulnérabilité, enfin, les scores sont clairs. Et c'est là qu'on a le plus de pauvres. La moyenne de plus de la moitié de notre population est extrêmement pauvre. Vous voyez que ça affecte à plus de la moitié de la population. Cette décision affecte plus de la moitié de la population, donc des ménages les plus vulnérables. Donc vous y voyez un grand soulagement. Un grand soulagement. Et même déjà au niveau de l'université, les nouveaux bus qui vont venir. Parce que je sais... Vous y tenez à ces nouveaux bus? Bien sûr. Bon, c'est vrai que nous, en 96, moi j'étais à l'université, on avait des bus, on savait combien on payait. Déjà, c'est pas le prix. Les étudiants qui quittent, même ici pour aller au campus là, vous savez ce que ça coûte. Si on doit calculer cela, ce qu'on donne à nos enfants qui sont à l'université, c'est énorme. Et par jour, pour aller à l'université, on venait de Kadiola pour l'université. Moi, ma fille, je me rappelle, mais c'est énorme. Vous vous rendez compte? Donc, si aujourd'hui, il va y avoir un bis avec des prix forfaitaires, ça diminue déjà. Ça veut dire que l'argent du transport peut permettre de manger, de faire un peu de photocopie, tout ça là. Et vous imaginez des milliers d'enfants à l'université. Vous imaginez combien de familles derrière ces milliers d'enfants. Et donc, c'est tous ces gens-là qui sont épatés. Donc, ça va nécessairement agir sur le panier de la ménagère. Sur le plan mental aussi, ça fait du bien de savoir qu'il y a un gouvernement qui a annoncé faire du social. Et il a commencé tout de suite. Et pour vous, est-ce que ces mesures sont en phase avec les réalités du terrain? Est-ce que c'est vraiment ce dont nos populations ont le plus besoin? Oui, en fait, c'est ça, le panier de la ménagère dont je parlais tout à l'heure. Vous vous rappelez quand les gens, ils parlent que les gens veulent pouvoir manger. Quand on parle des réformes, ils ne veulent pas manger la route. Voilà, ils ne veulent pas manger la route, ils ne veulent pas faire ci, faire ça. Et en son temps, on avait dit que la route permet quand même de trouver à manger, n'est-ce pas? Et donc, on avait déjà compris que ce problème de panier de la ménagère existait depuis un moment. Et donc, je crois que ce n'est que des actions fortes comme ça qui peuvent agir sur ces ménages très vulnérables. Et donc, franchement, je vous assure, c'est une action salutaire. Ça veut dire que la rentrée prochaine sera différente. Je vois beaucoup d'étudiants qui sont eux-mêmes, ils sont obligés de faire des choses impossibles pour trouver un peu d'argent, aider les parents. Donc, mentalement, regardez même déjà le bien-être que vous avez à être dans un bus confortable
et que vous devez aller à l'école, les réflexions, vous êtes à l'aise, vous commencez par mieux réfléchir, même le cours quoi, qui arrive, vous êtes à l'aise. Puis c'est en Europe que nous on vit ces trucs-là. Quand tu vas en Europe, tu vois, les bus sont bien, tu te dis, quand est-ce que ça va venir dans mon pays? Voilà un étudiant aujourd'hui qui sera dans un bus à l'aise. Vous voyez un peu, c'est pas les topa, hein, c'est des bus, vous avez des bus flambant neufs. Il y a beaucoup d'autres réalités. L'hébergement, c'est un projet, ils vont le faire. C'est déjà annoncé. La restauration. Oui, bien sûr, c'est déjà annoncé, vous allez voir. De quelle façon? Vous allez voir dans les prochains jours. Moi, je ne crois pas que ce soit seulement au niveau des transports. Le président de la République a promis que ce soit au niveau de l'hébergement, au niveau de la restauration et du transport. Donc, il a toujours promis. Attendez, vous allez voir dans les prochains jours. Je me suis posé une question quand j'ai lu les mesures qui ont été prises. Pourquoi, puisque c'est 2 semaines seulement après sa prise au pouvoir que Wadayi prend ces mesures, ça veut dire qu'on aurait pu le faire autant de talent. Pourquoi cette politique-là au sommet de l'État? Non, c'est une lecture que vous avez, mais non, vous savez que c'est de la planification. Parce qu'avant de pouvoir donner... Il y a à peine, je veux parler de Patrice Talon, il y a à peine 3 semaines, oui. Déjà 2 semaines après, Wadayi prend des mesures. On a l'impression que tout le travail a été fait pour qu'on décroche des lauriers pour Wadayi, c'est ça? Non, est-ce que c'est des lauriers pour Wadayi? C'est les lauriers pour la rupture. On a parlé de la continuité. Wadayi ne recommence pas. Il va accélérer ce qu'on a commencé. Il s'agit de ça. Vous-même, vous savez que ce n'est pas en 2 semaines qu'il ira chercher du financement pour acheter des bus. Ce n'est pas en 2 semaines qu'il va chercher les milliards pour les soins urgents à l'hôpital. On est d'accord. 10 milliards pour l'eau aussi. Tout ça, c'est déjà programmé, c'était déjà anticipé. C'est la mise en exécution qui fait que le temps à rattraper, c'est un autre mandat. Bon, vous savez, ça fait pas, c'est les limites de nos mandats, parce que si on devait donner le temps à un président de lui dire de continuer, on allait constater que ça allait être une suite normale. Mais comme nous avons compris que nous avons joué intelligent, les Béninois, nous avons joué intelligent. À côté, est-ce qu'on a réfléchi en décidant d'accélérer la dynamique? Aux effets induits de ces mesures, parce que quand vous décidez de rendre gratuite la scolarité, l'école des filles jusqu'en classe de terminale, ça veut dire que vous dites aux parents, envoyez toutes vos enfants filles à l'école. Est-ce que nous avons les commodités dans les écoles? Est-ce que nous avons des salles de classe qui vont accueillir désormais assez de filles qui iront gonfler les effectifs? Nous savons qu'il y a des problèmes sur le terrain. Il y a encore des écoles, des établissements dans lesquels la clôture est faite de tôle, il y a des apatam. Est-ce qu'on a réfléchi à tout ça? Si, tout ça, moi, c'est tout réfléchi, puisque vous avez vu qu'il y a un autre 10 milliards pour accompagner l'eau et l'énergie dans les écoles qui en manquent. Donc, tout ça, c'est pour réhabiliter ces centres de formation, d'apprentissage de ces enfants-là. Donc, c'est pour vous dire que tout est déjà calculé, réfléchi. Et puis, au niveau du contribuable, nous savons déjà les impôts, les recettes qui vont financer ça. C'est déjà tout calculé. Vous avez en face des experts. Vous avez des financiers. Le président de la République, c'est un homme averti. C'est un financier. Et donc, tout est déjà calculé, tout est déjà vu, programmé avant. La pression fiscale ne va pas baisser, c'est ce que vous voulez dire? Non, déjà, même là, est-ce qu'on a de la pression fiscale? Il y a de la souplesse. C'est juste qu'il faut qu'on ait de la discipline, en fait. Il faut que tous les Béninois se mettent au rang. Quand j'en parle, hier seulement, j'étais au marché. Je vous assure, j'ai acheté les boutiques au bord du marché, là, j'ai acheté des glacières. J'ai demandé à la dame le reçu. Elle m'a dit qu'elle n'a pas de reçu. J'ai dit, pourquoi elle n'a pas de reçu? Elle dit à son collaborateur, elle a commencé par dire un truc. J'ai dit, non, moi, j'ai juste demandé un reçu. Donc, ils se sont dit elle s'est dit que je voulais facture normalisée. Moi, je voulais même qu'elle me donne ne serait-ce qu'un reçu simple. Pour elle-même, sa comptabilité, elle en a besoin. Mais elle est tellement ignorante au point où elle n'a pas idée. Mais si vous voyez son magasin, c'est plein d'ustensiles, c'était des glacières qu'on a achetés. Et elle dit qu'elle n'a pas ça. Et je lui ai dit, ah bon? Elle dit oui, que si elle va me faire un reçu là, qu'elle va augmenter le prix. Le prix. Je dis, mais madame, on vient de discuter. C'est censé, tu dois savoir que la TVA, tout est déjà intégré. Pourquoi tu vas augmenter? Là, tu veux créer l'inflation. Bon, tout ça que je dis là, je crois qu'elle ne comprenait pas grand-chose. C'est ça. Et maintenant, elle dit à son collaborateur d'aller voir une personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas de reçu, elle n'a pas de facture normalisée et qu'elle ira chercher chez une autre personne. Peut-être qu'il y a des gens qui, eux, ils sont là, qui prennent les 15% pour délivrer des reçus. Donc, celle-là, par exemple, à cause de l'ignorance, va créer l'inflation. Elle est en train de refuser, par exemple, de faire appliquer la loi, le code des impôts. Bon, vous imaginez que quand ces gens-là, on va les sensibiliser à comprendre qu'ils sont obligés de le faire. Et je leur ai dit de faire attention que les prochains joueurs peuvent avoir des problèmes. Parce qu'elle est une femme, je lui parle du fond du cœur, qu'elle a intérêt à se mettre en homme. Et qu'elle anticipe que prochainement, si elle veut me vendre ça à 5 000, qu'elle sait que la TVA doit mettre, qu'elle mette sa TVA dedans, mais quel est son truc avant qu'on ne lui fasse des redressements. Et quand vous voyez ce qu'elle brasse dans le marché, non, c'est pour dire qu'on n'a même pas besoin de pression fiscale.
Pour le moment, c'est allégé. Il faut sensibiliser les gens. Voilà, il faut sensibiliser les gens, que chacun fasse son devoir patriotique. Je vous assure, nous aurons assez de disponibilité. Le président de la République même a dit que nous finançons nos investissements et que nos impôts nous permettent de faire ce qu'on a fait de merveille, c'est vrai. Et donc, quand je regarde tout ce qu'il y a dans l'informel, on va formaliser ça parce que c'est quelques entreprises qui sont en vue, qui sont enregistrées, qui sont obligées de payer les impôts pour qu'on ait ce qu'on a. Les autres aussi qui sont en train de faire des affaires, ils font des bénéfices, il faut qu'ils payent leurs impôts. Et dès que ce sera fait, vous allez voir que nous allons avoir encore de la liquidité au niveau des impôts. Honorable Alimatou Badarou, vous êtes un convaincu de la cause à vous entendre sur la base des mesures prises pour vous. Tout a été déjà planifié, mais pourtant, il reste encore des questions parce que ça reste des décisions. Il faut espérer son application et la bonne application. Selon vous, est-ce qu'il y a vraiment des mécanismes de suivi, par exemple du côté du Parlement, pour garantir l'exécution véritablement de ces décisions? Vous parlez des bus, comment on peut s'assurer que l'étudiant qui est aussi à Parakou en profite, l'étudiant qui est à Porte-Novo en profite, l'étudiant qui est à Kandi, à Djougou en profite? Il n'y a pas que Cotonou qu'on a des étudiants. Voilà. Donc, comment on fait? Je crois que, heureusement, nous avons aussi les ordres d'enseignement aujourd'hui. Tout est organisé aujourd'hui. Il y a des conseils d'administration qui travaillent autour de ces questions. Donc, je ne doute pas qu'ils sont conscients que les universités ont des droits et que les départements, surtout que le président a déjà montré qu'on aura des pôles de développement. Et je crois que Cotonou ne doit plus continuer de jouer la belle et que les autres départements aussi doivent espérer leur part. On veut surtout le regard du parlementaire. On veut le regard du parlementaire, puisque c'est vous qui allez surveiller l'action du gouvernement. Bien sûr. L'exécution après des décisions. Est-ce que du côté du Parlement, par exemple, on s'apprête à mettre en place une commission, pourquoi pas, pour suivre l'application de cette action-là? Très tôt, on s'est déjà engagé, on vous a déjà dit que nous mesurons la portée de notre mission. Notre rôle, c'est le contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluer aussi les projets mis en place pour voir si elles sont porteurs comme annoncé. Et vous avez vu, on a déjà validé la loi et des règlements définitifs. Ça ne nous a pas empêché d'être en alerte pour dire que il y a des cellules qui sont là, que nous allons évaluer sur ce qu'on a posé des questions, on a fait le travail qu'il faut, on a fouillé comme cela se doit, on est libre en commission de poser des questions, de titiller comme il faut pour avoir les réponses parce que nous sommes là pour le bien-être de nos populations. Nous ne sommes pas là pour le plaisir du gouvernement. Nous connaissons notre mission, c'est le contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluer tout ce qui a été mis en projet, ce qu'on a validé en amont. Est-ce que ça a touché vraiment les cibles? C'est ça. Est-ce que ça vaut le coup de l'avoir fait? Puisque si ça revient, si on n'évalue pas, comment est-ce qu'on va apprécier s'il faut continuer? Donc, il faut évaluer les cellules. Ce job est laissé à l'opposition. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas l'opposition qui est représentée à l'Assemblée nationale. Sûr que vous allez pouvoir tirer la sonnette d'alarme lorsque vous allez sentir des choses qui ne marchent pas dans les décisions qui sont prises. Quelle assurance vous donnez au peuple que le travail sera véritablement fait? C'est ce que veut savoir Eric. Oui, mais non, moi je voudrais rassurer le peuple que nous connaissons très bien notre mission, nous allons le faire. Et d'ailleurs, vous savez, ce n'est qu'ensemble qu'on arrive à des résultats qu'il faut. Nous connaissons notre mission. Mais vous autres aussi, vous êtes des pouvoirs entre vous deux partis qui accompagnent la gouvernance. Donc, vous pouvez taire des choses qui pourraient être bénéfiques pour nos concitoyens. On a débloqué 1 milliard pour régler le problème de prise en charge dans les centres de santé publics. Nous en avons sur l'ensemble du territoire national. Oui. Est-ce que les députés peuvent vraiment descendre et aller vérifier, par exemple, dans un centre de santé qui est dans un village à Kandi, que effectivement, quand les populations viennent, bien, la prise en charge elle est effective? Voilà. Mais c'est ce que nous ferons dans les prochains jours, puisque ça fait partie de nos missions, de nos attributions. Et le contribuable béninois nous a donné les moyens pour le faire. Donc on le fera, nous sommes conscients de cette responsabilité qui est la nôtre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si par hasard, vous autres aussi, vous êtes là, vous contrôlez, vous êtes une force aussi. Je vais dire le pouvoir. Mais c'est à vous que l'État donne les ressources. Oui, nous avons les ressources. Votre travail à votre place. Non, je ne dis pas de faire notre travail à notre place. C'est parce que j'ai constaté que depuis un moment, il y a une fuite de responsabilité collective au niveau de notre pays. C'est-à-dire que les forces de contrôle ne jouent
plus amplement leur rôle et on a tendance à laisser ça sur le coup des autres. Ah oui, vous pensez Je à donne qui? un exemple. Oui, Si par exemple, moi je vous pensez à rassure, qui? par exemple, je vous dis qu'on va le faire. Si vous constatez en tant que pouvoir, vous avez le pouvoir de la presse, le pouvoir de dénoncer quand c'est pas bien, que vous constatez que telle chose nous l'avons pas fait ou bien que vous avez vu, vous pouvez tirer la sonnette d'alarme et nous dire, ben voilà, on a constaté telle chose, ça nous permettra à nous aussi de sauter dessus parce que parfois on n'a pas idée de ce qui se passe au plus à des endroits dans les unités, dans les organisations, puisque il faut effectivement une procédure pour avoir l'autorisation d'aller faire des contrôles. On ne peut pas aller dans une entreprise comme ça et dire que parce que je suis député, donc je vais vous contrôler. Il faut qu'on ait un motif. Tout ça, ça se prépare, c'est organisé. Mais il peut y avoir des choses qui vont nous échapper, que vous pouvez tirer les sonnettes d'alarme. On va le faire. Donc c'est un travail collectif. Je veux dire tout le monde, chacun dans la République a une responsabilité pour que ça se passe bien. Et c'est en cela qu'il y a beaucoup de... C'est pas seulement l'opposition à l'Assemblée qui a le compte pouvoir. La presse que vous êtes, si vous voyez quelque chose qui n'est pas bien, vous pouvez dénoncer, vous pouvez attirer notre attention. On espère bien donc, la responsabilité nous allons tirer la sonnette d'alarme. Dans la 15e circonscription électorale. Oui, vous allez pouvoir... ah ben oui, moi si j'entends que ça m'intéresse, c'est pas que dans la 15e, nous avons un mandat non impératif, mais si vous tirez la sonnette d'alarme, je vous rassure, vous avez une équipe dynamique, la 10e législature. On nous demande qu'à travailler. Nous, on veut travailler, on veut bouger les lignes, surtout que toutes les caméras sont fixées sur nous parce que les gens pensent que parce que nous sommes de la mouvance présidentielle, que nous n'allons pas faire notre travail et que nous allons être complaisants. Pas du tout. Quand les ministres, ils passent, eux-mêmes, ils voient. On n'a pas de... quand on est là, on ne sait pas si c'est un ministre. On aura le temps d'aborder... C'est l'intérêt des Béninois qui nous intéresse. On aura le temps d'aborder cet aspect de la question. Allez, voir ce que vous faites réellement au Parlement depuis votre installation. On va changer de palier pour... aller un peu dans la sous-région avec le président Wadaye qui a entamé une tournée stratégique dans plusieurs capitales de la sous-région. D'abord le Nigeria, ensuite il est allé à Niamey, on l'a vu également au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et entre-temps au Togo voisin. Alors selon vous, quel est le message politique que le Bénin a voulu faire passer à ses voisins à travers ce périple du chef de l'État? Oui, je peux dire que le Bénin est aujourd'hui un pays très crédible, plus crédible que par le passé, et nous sommes un pays pragmatique, parce que nous avons compris que pour le bien-être des Béninois, nous avons besoin d'avoir de bonnes relations au voisinage, nous avons besoin de sécurité nos frontières, nous avons besoin d'imprimer notre leadership en matière de démocratie, parce qu'aujourd'hui nous sommes un modèle dans la sous-région, où l'alternance se fait à bonne date et que tout se passe bien. Donc ça, nous avons la main. C'est un leadership, nous sommes un modèle que tout le monde salue, nous sommes une fierté. Donc le Bénin est plus pragmatique. Nous ne restons pas dans des postures idéologiques, de panafricanisme, de quoi non. Ça va être du respect mutuel, un partenariat gagnant-gagnant. Quand vous regardez les démarches du président Omia Douala ces derniers jours aussi, c'est pas la diplomatie protocolaire, non. En fait, il va là pour ouvrir les opportunités aux investisseurs béninois. Il va là pour donner des achats à nos marchés. Il va là pour travailler pour l'entrepreneuriat, l'emploi, pour amener les investisseurs à venir au Bénin. Parce que quand ils vont là-bas, c'est des accords. Les accords bilatéraux, c'est-à-dire on se fait des faveurs, on se donne des concessions. Au Niger, au Burkina Faso, c'est pas sûr qu'il y ait eu qu'on a eu le temps de parler encore des accords. Il y avait un précédent où on s'est fâché l'un contre l'autre. Il y avait des différends entre nous. Vous pensez qu'il a eu le temps de parler d'accords bilatéraux, de dire aux investisseurs nigériens, venez, voilà, je suis là, venez sur le territoire pour investir? Il y avait déjà des accords sous-régionaux. Quand on regarde la CEDEAO, tout ce qu'on a, la ZLECAf, il y a beaucoup d'accords sous-régionaux que nous avons. Et le fait qu'il y ait des tensions n'arrange pas les choses au niveau des frontières. Le seul fait d'être allé dégèle déjà psychologiquement. Tous les importateurs, les Nigérians qui sont ici, les Béninois qui travaillent là-bas sont déjà heureux parce qu'ils se disent que les choses vont se dénouer. Donc, il faut rappeler les accords. Sa présence rappelle déjà les accords, ce n'est plus à refaire. Ça veut dire qu'il faut réactiver. Tout ce qui était en stand-by, il faut les activer. Et effectivement, en allant là-bas, ça a été décrispé. Mais avant qu'il n'aille, vous avez vu aussi, il est arrivé.
du Premier ministre du Niger. Eux-mêmes, ils ont envoyé de fortes délégations. Donc, on dit les bonnes manières appellent les bonnes manières. Et donc, on est dans un partenariat gagnant-gagnant. Et on ne peut pas vivre isolé. On ne peut pas se développer isolé de nos voisins. Et que notre sécurité au niveau des frontières, c'est un travail qu'on doit faire en commun. Donc, ce qu'il a fait, c'est un acte très positif. Vous pensez que ça va mettre fin aux relations glaciales que nous avons eues ces dernières années, depuis près de 3 ans, avec ces pays voisins? Oui, je crois que ça va mettre fin à ces relations glaciales parce que vous savez, on avait en place une opposition aussi qui ne savait pas ce qu'elle voulait à cause des intérêts égoïstes. Qu'est-ce que l'opposition veut chercher dedans? Bien sûr, honorable, nous tous, on le sait. Non, qu'est-ce que l'opposition veut chercher dedans, honorable? Une crise entre deux États. Vous y voyez la main de l'opposition? Mais bien sûr, puisqu'on sait tous, ce n'est plus caché à personne. Il n'y avait plus de choix, tout devait être dégelé. C'est l'occasion aussi de saluer le leadership de son excellence du président Patrice Talon pour ce courage, cette maîtrise qu'il a eu à gérer, à travailler, à décrisper ce qui se passe, la tension que nous avons avec l'opposition. Puisqu'il a eu des assises avec les jeunes démocrates à l'époque pour leur dire que nous pouvons ensemble décider pour le Bénin. Et nous a amené à comprendre que on peut rester ensemble puisque il nous reste encore du temps. On n'a pas encore atteint le niveau des grandes nations pour travailler sur des idéologies et qu'il faut qu'on ait de l'opposition constructive. On peut rester ensemble et regarder dans la même direction tant qu'il s'agit du développement du Bénin. Et quand on a compris ça et que les gens ont lâché un peu, évidemment, ça a décrypté aussi sur le plan international puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'avant que le président Romeo Wada n'aille vers ces États, on les a vus venir. Ils étaient arrivés. À son investiture. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes déjà ils nous ont tendu la main et nous avons su prendre la main et naturellement le reste va se déclencher pour l'intérêt de tous les peuples de la sous-région. Pour le cas spécifique du Niger, c'est bien, on se réjouit de ce déplacement que tout le monde a apprécié, que ce soit du côté du Niger comme du côté du Bénin, puisqu'on le souhaitait véritablement. Mais est-ce que vous pensez qu'on a tiré les leçons de tout ce qui s'est passé entre les deux États pour que jamais dans l'histoire de ces deux nations, nous n'aurons encore à revivre ce genre de situation? Bon, ce que vous dites interpelle la conscience de tout un chacun de nous. Ça interpelle aussi bien la conscience des Béninois que la conscience des autres États aussi, puisqu'on nous a accusés de tous les noms, que nous avons des bases militaires, nous avons ci et ça, et ils ont eu le temps de se rendre compte que c'était que des affabulations. Parce que tout est parti de là, en fait. Parce qu'on sentait que les gens voulaient trouver un bouc émissaire pour justifier leur situation. Mais c'est pour ça que je saluais tout à l'heure l'intelligence de son excellence du président Patrice Talon, notre capacité, notre résilience à comprendre que, bon, si les autres ne veulent pas de nous, ils ne nous aident pas, on se préfère. C'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, maintenant, nous brillons. Nous sommes devenus un modèle dans la sous-région. Les gens nous respectent et ils nous regardent autrement. Et donc, c'est ça. Ils vont beaucoup apprendre de ce que nous sommes en train de faire au Bénin. C'est une première. Et ça les arrange aussi parce que à se mettre aussi en autarcie eux-mêmes, ils n'avancent pas plus que ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit le Bénin ou eux, personne ne gagne à rester fermé. Tout le monde est gagnant quand on est ensemble en paix. Oui, voilà. Il faut qu'on travaille avec grande intelligence et qu'il faut qu'on laisse les situations, les politiques trop politiciennes qui tendent à gâcher les choses. Le monde aujourd'hui a pris une autre allure. Quand vous regardez les enfants les plus jeunes, le monde du numérique, la digitalisation, ce qui se passe aujourd'hui, on n'a plus le temps pour certaines émotions. Il faut être plus intelligent et saisir des opportunités pour faire gagner les populations. À vous entendre, le Bénin se positionne-t-il en médiateur ou en partenaire pragmatique? Alors, je l'ai dit tout de suite, c'est un partenaire pragmatique. Bon, évidemment, est-ce que c'est le médiateur? Moi, je pense que notre leadership s'impose et se fait remarquer. Et même s'il n'est pas un médiateur, il reste un modèle aujourd'hui dans la sous-région. Et donc, le Bénin l'a affiché, tout le monde nous envoie beaucoup de félicitations, les gens nous admirent, les gens admirent ce qu'on a fait. Et donc, on peut dire que sur ce coup-là, nous sommes en tout cas en ce moment un modèle de leadership politique et que nous faisons les choses maintenant de façon pragmatique, c'est-à-dire qu'un partenariat gagnant-gagnant. Et quand il s'agit de protéger nos économies et ne pas sortir nos produits vivriers, parce qu'il faut alimenter d'abord nos industries, nous mettons en place les politiques qu'il faut. Quand nous avons de la surproduction, oui, nous savons que nous pouvons maintenant exporter, s'ouvrir au marché étranger. Ça, c'est pas le Bénin seul qui l'invente, ça se fait dans toutes les nations. Il s'agit de ça d'abord, l'autosuffisance d'abord avant de s'ouvrir au marché étranger.
Et les frontières, effectivement, en matière de sécurité, s'il n'y a pas une coordination entre les États, comment on va combattre le terrorisme? On a bien prouvé qu'en haut, au nord, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes réactions de part et d'autre que ça continue de tuer. Ce n'est pas que le matériel qu'il faut, le matériel moderne nous manque. Nous avons aujourd'hui les moyens de financer sur le plan militaire. Si les autres États aussi étaient dans la même posture que nous, je crois que ça fait un moment qu'on aurait poussé ces terroristes hors de nos frontières. Donc ce qui se passe aujourd'hui s'impose et le Bénin est dans une posture pragmatique. Allez, en 10 ans, on a vu très peu Patrice Talon dans des déplacements du genre, visites d'amitié et de travail dans les États voisins. Vous parlez de continuité, mais avec ces déplacements du président Romier Wardani à l'espace d'une semaine, est-ce que ce n'est pas un signe de ce que la diplomatie sous Patrice Talon, pour Romier Wardani, il faut la réformer, il faut la changer? Non, pas du tout. Au contraire, vous savez, le président de la République avait tellement à faire. Parce que vous savez, avant 10 ans, vous savez dans quel état était notre pays. Il y avait tellement à faire. Il était tellement occupé que vous allez voir que les visites à l'international, c'est la vice-présidente qui faisait les visites à l'international. Ce n'est pas parce que notre diplomatie n'était pas dynamique. Elle était au contraire très dynamique. Et on faisait des choix rationnels, je vais dire, puisqu'il y a des ambassades qu'on a fermées, on a ouvert des ambassades à des endroits. Donc, on a d'abord, en assainissant nos finances publiques, il y avait le besoin de restructurer ce secteur-là, ce qu'on a fait. Évidemment, quand aujourd'hui on voit la dynamique, le niveau qu'on a atteint, les gens nous réclament. Nous, on était à Berlin et on a vu des députés allemands nous souhaiter qu'on ouvre l'ambassade du Bénin à Berlin. On en était fiers. Pourquoi? Parce qu'on est devenu un modèle. C'est pour ça qu'ils réclament. Si on n'était pas un modèle, ils ne vont pas nous réclamer. Quand est-ce que vous serez parce au qu'ils ont Niger? envie. C'est déjà ouvert là. Tout le monde est heureux. Même si vous allez voir les populations, vous dites dans quelques semaines, c'est les populations qui nous informent d'ailleurs pour dire que dans quelques semaines, les frontières seront ouvertes. Et moi, franchement, c'est même l'occasion de saluer vraiment ce qu'on est en train de voir. Oui. Je salue les autorités du Niger, les autorités du Burkina, pour cette main tendue qu'on a eue. Ils pouvaient ne pas venir à notre investiture. Et nous aussi, on leur a fait de la réciprocité. Le président n'a pas hésité tous à aller les voir. J'avoue qu'il faut saluer d'abord le courage là, parce que ce n'était pas évident. Parce qu'à un moment donné, j'étais en train de regarder, j'ai dit, bon, est-ce qu'il est en sécurité, mon président, en allant là-bas? Bon, ça, c'était une parenthèse. Hein. Mais bon, franchement, ça me touche. C'est la preuve que nous sommes les mêmes peuples et qu'il fallait vraiment le faire. Quelle image forte vous conforte dans le fait que les deux parties, on est dans une démarche de sincérité. Voilà. Et qu'est-ce qui me conforte à cela? Oui, c'est déjà la démarche en amont. Ils sont venus à notre investiture. Et puis, le comité, l'accueil qu'on a réservé à notre président quand il est allé au Niger, les témoignages à Fusion montrent que vraiment on est aimé, que les gens saluent. Mais ça n'a rien à voir avec... c'est parce que le président Patrice Talon n'avait pas fait une bonne démonstration. Il était très occupé. Il y avait de grandes choses à faire à l'intérieur. Vous savez, avant de vous ouvrir à l'extérieur, avant d'aller en balade, il faut régler d'abord les problèmes fondamentaux à la maison. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le président Romier Wardani, il n'a pas le temps de recommencer. Il va accélérer, il va aller plus loin. Et donc, il se pose sur les bases de ce qu'on a fait pendant ces 10 ans. Et il va sur d'autres terrains, quoi. Évidemment, il y avait de la tension, ça ne nous honorait pas. Il fallait dégeler tout ça parce que le terrorisme va à nos frontières. On n'est pas en sécurité au nord. Tout le monde se plaint. Et c'est pas que le nord. Si on ne règle pas le nord, ça peut venir au sud, ça peut venir à Cotonou. Donc, c'est un problème majeur qu'il fallait régler. Et c'est normal que dans son programme d'action, il a d'abord annoncé, c'est normal qu'il se retrouve très vite pour décrypter la tension aux frontières. Alors, quels sont les... Oui, on parle aussi de diplomatie parlementaire. Je pense que le chef de l'État a tracé le chemin. Peut-être que pour vous aussi, les députés, cela peut vous inspirer à mener la même démarche à l'endroit des parlementaires de ces mêmes pays. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que récemment, d'ailleurs, on a dû s'inscrire dans les groupes interparlementaires et je crois que dans les prochains jours, il y aura du mouvement. Mais évidemment, nous ne sommes pas non plus aussi dans la posture à aller trop en balade parce que vous savez, sortir aussi, c'est lourd pour le budget de l'Assemblée nationale alors que nous avons un investissement énorme. Le nouveau bâtiment que nous allons occuper, peut-être qu'on ne va pas bouger comme par le passé, mais on va maintenir les relations. Et c'est sûr que, surtout par rapport à ces pays où il y avait de la tension, ça va être plus dynamique que par le passé. Et nous saluons cela et nous avons foi que ça va vraiment bien se passer. On attend que ça.
parce que c'est la sous-région qui gagne. Il y a le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso. Nous savons ce que le Nigeria représente pour le Bénin, ce que le Niger représente pour le Bénin au plan économique. Est-ce que, après cette visite, est-ce que vous espérez, justement, par exemple, entre le Bénin et le Nigeria, entre le Bénin et le Niger, en termes d'investissement, en termes d'opportunités économiques, n'est-ce pas, que les choses vont être accélérées et que nous pouvons mettre comme retombée sur le coup de ce déplacement? Oui, bien sûr, je le pense. Et puis, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui attendent ça. Il y a des transporteurs, par Il y a exemple, des qui transporteurs. sont en difficulté Oui, depuis... voilà. Et ça va nous faire aussi des recettes au Bénin. Les trafics, là, nous avantage parce que je sais qu'il y avait des transporteurs qui sont obligés d'aller prendre des couloirs plus longs et ils ne sont même pas en sécurité. Vous voyez, et donc je crois que ça va créer encore de l'emploi. C'est notre jeunesse aussi qui va en profiter. Il y avait beaucoup de jeunes qui chôment. Quand vous les voyez à Zongo, tout le monde se plaigne. Quand on faisait les campagnes, on nous dit il faut dire à vos présidents, ils n'ont qu'à ouvrir les frontières, nous on n'a plus d'affaires, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Et même ceux qui importaient les véhicules, qui vont vendre dans la sous-région, il y a de la morosité dans ce secteur. Ils sont tous aujourd'hui heureux et nous sommes convaincus que les choses vont reprendre. Donc tout le monde peut reprendre du service maintenant. Mais bien sûr, et puis vous avez vu le port qui est en train de se développer, qui est en train de créer des centres d'affaires. Et tout ça, il faut les animer. Et qui va les animer, ce n'est que ces investisseurs de port, ces acteurs de part et d'autre. Ils ont besoin de nous, nous aussi on a besoin d'eux. Et franchement, nous sommes les mêmes peuples et je crois qu'une nouvelle dynamique va s'amorcer. Et c'est les peuples de la sous-région qui gagnent. Il y a la question sécuritaire qui était la lutte contre le terrorisme frontalier qui était au cœur des échanges. Il ne faut pas se voiler la face. Avec le Niger, par exemple, les attaques que nous enregistrons à nos frontières tout le temps. Le président Romuald Douala, il a dit lors de son investiture, si nous ne coalisons pas les forces, si nous ne mutualisons pas les forces, nous ne pouvons pas venir à bout de cette insécurité. Est-ce que nous avons obtenu des... Vous avez l'impression, vous n'y étiez pas, c'est vrai, que nous avons obtenu des engagements fermes pour sécuriser nos frontières ensemble? Oui, bien sûr. Déjà, vous avez entendu le discours du président Wadaï. Il a été clair. Il a dit que nous sommes dans un partenariat, je résume, vous dites que nous serons dans un partenariat gagnant-gagnant et que les gens ne vont pas nous orienter nos choix. On fera des choix qui nous arrangent. Le Bénin reste le Bénin. Voilà, Bénin reste dans ses choix. Voilà. Et donc, c'est pour dire que nous pouvons faire nos accords avec nos partenaires sans l'avis des autres partenaires. Parce que vous allez voir qu'à un moment donné, c'est comme si on devait nous dicter si nous devons rester avec la France ou nous ne devons pas rester avec la France. Des trucs comme ça, les histoires de panafricanisme, c'est tout ça qui est envenimé et ce qui s'était passé récemment. Alors aujourd'hui, donc, dans son discours, il a été clair. Il a dit que nous ferons des choix qui nous arrangent, qui nous respectent nos intérêts. Donc au moins, le message est clair, sans bruit. Donc quand ils vont se voir, le Niger a intérêt aussi à être dans une posture comme ça. Si nous n'avons pas... C'est-à-dire que nous faisons ce que nous pouvons faire ensemble. Voilà, nous n'avons pas orienté les choix de nos partenaires. Mais ce qui nous rassemble, c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, nous avons le pétrole du Niger qui passe par le Bénin. On peut discuter de ça. Ah, ça, mais on peut discuter de ça, par exemple. C'est un discours de souveraineté. Exactement. Et ce n'est que ça qui marche aujourd'hui. La preuve, j'ai entendu sur RFI aujourd'hui que le président Tiani est allé en Turquie et il fait ses accords. J'ai aimé ça parce que pendant longtemps, on était soumis. Et que ce n'est qu'avec la France, parce qu'on était une colonie, c'était comme si on était une colonie française, on ne peut rien faire sans les ambassadeurs français, sans ça. Maintenant, tout ça, ça a évolué. Aujourd'hui, le Mali ou le Niger a des accords avec la Russie. Donc aujourd'hui, si nous nous sentons bien avec quelqu'un, on fait nos accords, c'est gagnant-gagnant. Et puis voilà, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, prendre la vie de quelqu'un. Donc c'est cette dynamique qu'il faut saluer. Donc je crois qu'on se respecte maintenant, il y a le respect. Et ce qui nous intéresse, des intérêts communs que nous avons, c'est la frontière. Et de comment on reste ensemble pour le faire. Si déjà la Turquie est là et supporte militairement le Niger, c'est heureux. La Turquie aussi fait partie de l'Europe. Et donc, ça veut dire que si nous aussi, nous avons besoin de l'Europe pour avoir des équipements modernes, on peut s'entendre, on peut avoir des accords. L'essentiel, c'est que nous dégageons ensemble le terrorisme qui n'arrange pas nos populations. Alors, Patrice Talon n'a pas eu besoin du tout de faire des tours pour imposer, disons, la diplomatie béninoise dans le Conseil des Nations pour montrer que nous sommes un peuple assez dynamique, un pays où on peut venir investir, où nous allons ailleurs. Vous avez dit, le Bénin est très crédible
et très pragmatique à l'entame de votre intervention. Alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter à cela pour donner plus de leadership au Bénin aujourd'hui avec la transition politique que nous avons amorcée, avec le nouveau président, une nouvelle gouvernance que nous avons à la tête de l'État? C'est juste qu'il faut que que les institutions fonctionnent normalement, que chacun joue son rôle, que chacun reste dans son couloir et apporte ce qu'il faut pour que tout ce que nous prenons comme décision en interne structurelle puisse tenir, pour que nous amplifions, que nous renforçons les acquis et que Patrice Talon, c'est vrai que vous avez dit qu'il n'était pas trop sorti, mais il sortait et quand il sortait, c'était pour des actions sûres. Quand vous regardez par exemple les accords que nous avons avec la Chine, aujourd'hui au niveau de la diplomatie avec la France, on a appris qu'il y a beaucoup d'accords où vous êtes avec le passeport rouge, on peut voyager sans le visa. Ça, c'est des accords, c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Donc sans beaucoup de bruit, il y a eu des signaux forts. Des pays où nous allons aujourd'hui sans même le visa. Le passeport béninois est reconnu. Vous voyez, donc ça, toutes ces choses-là, il faut les consolider. Et que nos représentations à l'extérieur aussi travaillent à maintenir l'image du Bénin, à être utile à nos frères de la diaspora. Parce que si nous avons des représentations à l'extérieur qui travaillent bien, qui font les choses à bon, Dieu merci, nous avons tout digitalisé maintenant avec l'ANIP pour avoir leurs documents, les Béninois, il n'y a plus beaucoup de soucis. Patrice Talon a travaillé de façon exceptionnelle à ouvrir le Bénin aux pays africains. Et aujourd'hui, maintenant, beaucoup d'Africains peuvent venir au Bénin sans visa. Ça, c'est un acquis qu'il faut renforcer. S'il y a d'autres pays qui ne sont pas déjà là, pourquoi pas il faut l'ouvrir, que ce soit au niveau de l'Europe, d'autres encore, pour que nous ayons des recettes sur le plan du tourisme, parce que nous avons beaucoup de biens culturels et à montrer au monde. Nous avons beaucoup de richesses culturelles et donc il a au moins lancé les bases. Il a mis le Bénin à un niveau où tout le monde veut venir visiter le Bénin. Donc ça, il faut continuer d'encourager ça, donc mettre en place des structures pour recevoir tous ces étrangers qui vont venir au Bénin, découvrir le Bénin, ceux-là qui ont envie, ceux à qui on donne maintenant la nationalité béninoise, qui ont commencé par venir au Bénin pour investir. Il faut que ça se perpétue, que ça se poursuive. Il a suffi ces premières actions pour que le BR, le Bloc républicain, votre parti, puisse montrer sous toute sa séduction au président à travers un communiqué signé par le président de votre parti, un communiqué dans lequel on peut déceler facilement la consigne stricte de voter tout de go, tout ce qui va venir pour accompagner ces mesures, n'est-ce pas, à l'Assemblée. Vous dites ça un peu comme si tout ce qui va venir ne serait pas bien. Non, mais le communiqué est assez clair. Structuré, assez clair. Oui, mais parce que nous en avons largement parlé là. Sur le volet social, ça va agir sur le panier de la ménagère. Parce que vous avez dit que vous ne serez pas en griffe des députés Codio là-bas. Vous allez faire le discernement. Mais bien sûr, ça je vous rassure. Ce communiqué invite l'ensemble des députés BR à soutenir, à apporter un soutien indéfectible. Oui, mais le soutien indéfectible n'empêche pas de regarder ce qu'il y a dans la marmite et de regarder si tout est fait pour. Je vous donne un exemple tout bête. La dernière fois, on a voté la loi sur le faux monnayage. Quand le ministre il est arrivé, il a présenté, c'était une loi sous-régionale qu'il faut aller adapter avec certains articles de notre constitution et la faire passer au Bénin. Mais ça ne nous a pas empêché d'interpeller le ministre pour lui dire, mais est-ce qu'il y a des accompagnements? Parce que nos femmes qui sont dans les marchés, qui n'ont pas les détecteurs de faux billets, tout ça, les punitions, comment on fait? Il faut qu'il y ait de la sensibilisation. Il faut que les banques accompagnent ça. L'association interprofessionnelle. Donc, c'est des choses qu'on dit. Il y a des recommandations derrière. C'est pas parce que c'est venu qu'on a dit qu'on est d'accord, qu'on ferme les yeux, qu'on vote. Non, jamais ça se passe pas comme ça. Comment vous avez reçu le communiqué quand vous l'avez lu? Quelle a été votre réaction? Eh bien non, je l'ai apprécié. Ça va de soi. Bonne militante. Non, mais en bonne militante, oui, mais cela ne veut pas dire, il n'est pas dit que nous n'allons pas vérifier, nous assurer que c'est bon et que derrière, même que si nous avons signé, nous n'allons pas faire le contrôle. Est-ce que c'est dans nos missions, ce communiqué était opportun? Justement, quelle est l'opportunité? Parce que vous accompagnez, vous gouvernez avec le président. Donc on suppose que toutes les décisions qui sont prises, vous participez à ces décisions. Est-ce qu'il y a encore besoin d'exprimer une quelconque reconnaissance à un système dans lequel vous êtes? Vous savez, dans la vie, là, quand quelque chose est bon, il faut le dire pour qu'il y ait d'autres encore. C'est ce que nous avons fait la dernière fois. C'est vous qui le faites, justement. Comment? Vous le faites. Parce que nous sommes de la mouvance. Vous êtes au pouvoir. C'est votre chose. C'est votre chose. Et donc, pour vous, il ne fallait plus le dire. Bon, peut-être si nos populations n'ont pas idée de ça, il faut qu'on leur dise. Laissez vos militants apprécier. Laisser nos militants apprécier la chose. Mais bon, écoutez, si nous faisons quelque chose de bien... Encore qu'on est au début, là, ce sont des actes qui ont été pris. Nous n'avons pas encore eu un seul effet sur le terrain. Les mesures dans les hôpitaux
personne ne nous a encore dit, je suis tombé, le crâne fracassé, on va recoller tout. Oui, d'accord. Parce que je n'ai pas fait. Non, mais c'est la preuve, c'est une façon de vous dire que le Bloc républicain suit de près tout ce qui se passe en haut là-bas, puisque nous avons désigné le candidat. Nous avons dit que nous allons accélérer la dynamique, nous irons plus loin avec ce candidat. Et quand le candidat commence par poser des pas qui nous conviennent, c'est normal que nous montrons que nous pouvons dire oui, ça c'est bon, là, la candidate, là, nous la position, nous l'aimons. Parce que si on ne le fait pas, il peut penser que peut-être qu'on ne suit pas ce qu'il fait, puisqu'il n'est pas obligé de... C'est la raison pour laquelle vous vous êtes précipité à rédiger ce communiqué. Pour que le chef d'État n'ait pas le sentiment que vous êtes en désaccord avec lui. C'est bien ça. Non, c'est pour dire qu'on est d'accord. Il faut l'encenser suffisamment. Donc, non, vous pouvez penser comme de l'encensement, mais pour nous, c'est pour dire à notre population que ce que nous avons dit pendant les campagnes récemment, nous avons commencé par mettre ça en œuvre, commencer par suivre et regarder. Ce message s'adresse surtout à nos militants. À chaque décision que vous jugez bonne, nous aurons un communiqué. Donc, c'est-à-dire qu'en l'espace de 7 ans, j'imagine de combien de communiqués nous attend. C'était une parenthèse. Mais vous allez apprécier. Les choses vont très vite. Les choses vont très vite puisqu'on évoquait tantôt ce déplacement diplomatique du chef de l'État. Enfin, on nous informe que du côté du Niger, le comité chargé d'étudier les conditions de la réouverture de la frontière Niger-Bénin a été installé ce vendredi par le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zen. Je pense que le comité a 15 jours pour rendre public son rapport et après ça, on verra bien. Franck, nous irons au Parlement, justement. La 10e législature est installée depuis quelques mois. Comment vous qualifiez l'ambiance du travail au Parlement? Pour vous qui découvrez les pratiques parlementaires pour la toute première fois, femme battante, on vous a vu dans un atelier pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne au Parlement. Là encore, oui, c'est vrai. C'est à croire que c'est vrai. Moi, c'est ma première année. Connaître ce qu'est un député, ce que doit faire un député, et puis vous tombez là-bas à l'Assemblée, c'est là-bas que on commence par vous enseigner encore ce qu'un député doit faire. Est-ce que c'est vraiment ce que les citoyens attendent de vous? Bon, en fait, pour ce que moi j'ai compris, c'est pas comme on le voit. Vous savez, l'Assemblée, c'est un haut lieu de politique. Alors, c'est vrai que quand on arrive, je me rappelle quand j'étais pendant les campagnes, je disais aux gens, aux femmes, mais oui, à telle chose, écoutez, je vais être votre porte-voix, je vais faire du bruit, je vais vous défendre, tout ça là. Et alors, une fois arrivé, les réalités m'ont montré que ça ne se passe pas comme ça. Et que c'est pas pour rien qu'il y a les commissions. Non, c'est pas que j'ai perdu. Cette religion que vous avez à défendre les femmes, ça veut dire qu'une fois au Parlement, ça a disparu? Non, en fait, j'étais dans un autre schéma. Vous voyez, en fait, j'étais dans le schéma... bon, c'est peut-être l'émotion, on se dit oui, on va faire... Mais une fois arrivé là-bas... On est face à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous lever et prendre la parole en désordre. On est un groupe, c'est pour ça qu'il y a des groupes parlementaires qui sont installés, n'est-ce pas? Et donc, dans le groupe parlementaire, il faut se concerter et savoir ce qu'on veut dire. Il ne faut pas poser des actes redondants. Il ne faut pas ennuyer parce qu'on vous donne quelques minutes. Pourquoi prendre la parole serait vu comme du désordre, si tant est que le député ou la députée qui veut s'exprimer a la liberté de s'exprimer? Nous sommes au Parlement. Non, ce n'est pas que je ne dis pas qu'il n'a pas la liberté de s'exprimer. Donc le groupe parlementaire risque d'encadrer ce que va dire le député. En tout cas, vous me demandez comment... Ce que j'ai appris, c'est ça que je vous explique. Parce que je dis, entre les élans qu'on a, aller faire du bruit, aller faire machin, tout ça, et la réalité, c'est tout autre chose. Parce qu'il y a des groupes parlementaires, il y a des codes de conduite aussi à l'Assemblée. C'est pas une république ouverte. La réalité, c'est qu'au Parlement, les prises de parole sont encadrées, suffisamment encadrées. Non, quand je parle d'encadrer, je veux dire quoi? Je veux dire, en fait, ce qui serait plus élégant, vous ne trouvez pas, que on nous donne 5 minutes et que nous soyons 5 députés à prendre la parole, à ressasser la même chose et à jeter à pas de temps, à jeter des fleurs. On va à l'essentiel. Si par exemple on en sait qu'on se rend compte que ce que je posais comme problème, c'est ça que vous posez les intentions, je peux vous concéder ça et puis vous prenez la parole. L'essentiel c'est que l'intention qu'on veut soit traduite. On se fait cette concession-là et je trouve que c'est même mieux. Sinon on va ennuyer, on va à l'essentiel. En fait, on pose des... Moi, c'est ça que j'ai appris. Si je vous résume, il faut que les femmes se détrompent déjà, celles à qui vous avez promis de faire assez de bruit pour défendre leurs intérêts. Il y a une désillusion, hein? C'est ça. Il faut qu'elles reconsidèrent ce que vous avez dit lors des campagnes, c'est ça. Non, c'est pas qu'elles reconsidèrent, mais c'est que j'ai eu le temps d'apprendre et de comprendre ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas de bruit à faire. Non, on peut faire du bruit. On peut faire du bruit. Vous avez l'impression que vous êtes comme des élèves devant un maître?
Non, pas du tout. Non, Pas du tout. Non, pas du tout. Mais quand on voit, on se rend compte qu'en fait, c'est vrai que quand on a vu des assemblées avant où ça tape les tap-tap, ça fait du bruit, ça monte l'arachide. Il y a même ça fait... une arène qui se crée rapidement. Exactement, oui, il n'y a plus de ça. Il y a plus de ça. Et ça, je peux vous rassurer qu'il n'y a plus de ça. J'ai vu un ordre à l'Assemblée. Et ça, franchement, c'est impressionnant. Un ordre, et surtout dans l'esprit de la réforme du système partisan. Vous comprenez? Il faut avoir des postures. Et c'est dans cette posture d'ailleurs qu'il y a le débat dont nous parlons. Parce que si nous entendons pour dire des questions essentielles et que peut-être les autres qui sont de l'UPR, ils ont aussi leurs questions essentielles, eh bien, il y a la confrontation. La posture est claire. Au moins, on reste dans notre groupe parlementaire, on a la même parole, on a la même vision. C'est très important. C'est la preuve même du débat. Et donc, on est plus structuré, organisé. Donc, c'est ce que moi j'ai constaté là-bas, que j'ai trouvé de plus beau par rapport à ce qu'on faisait par le passé. Donc, il n'y a pas la place pour faire les émotions, les grandes émotions, quoi. C'est ce que je voulais dire. Et depuis que vous donc, êtes il fallait déjà bien qu'on fasse cette formation pour comprendre ça. C'est ça. Parce que si on ne fait pas cette formation, on passera à côté. Il ne faut pas non plus prendre la parole et paraître ridicule devant tes camarades. Parce que c'est eux-mêmes ceux qui vont commencer par dire c'est pas bien. Donc, il s'agit de ça. Et depuis que vous êtes là-bas, qu'est-ce que vous avez déjà fait qu'on peut mettre au profit de votre activisme pour le bien-être de nos populations? J'ai donné tout à l'heure l'exemple du faux-monnayage où nous avons réagi tout de suite pour dire que nos usagers des marchés, je me rappelle même quand je faisais les débats, il y a quelqu'un qui m'a dit mais c'est pas que les femmes qui sont au marché, il y a des hommes. J'ai dit d'accord, ne prenez pas que ce soit que les débats pour les femmes, de façon générale. Débats de façon générale pour ces gens qui sont dans l'informel, qui ne sont pas, parce qu'à la banque quand vous amenez les billets, au moins il y a un appareil qui permet de... Qui vérifie, alors que ce n'est pas le cas ici. Vous voyez. Donc, ces dames-là n'ont pas ça, elles ne sont pas instruites. Donc, il faut bien mettre des procédures de sensibilisation. Ça doit être au niveau peut-être avec le CES. Il y aura puisqu'ils ont aussi la responsabilité de vulgariser les lois qu'on prend là-bas. Voilà. Et puis, il y a aussi au CES, nous avons les corporations, les artisans, les associations des artisans, la chambre de commerce. Je crois que chacun va s'approprier cette loi-là et voir ce qu'il peut faire pour accompagner un peu les membres de leur groupement, de leur coordination. Sur ce cours, on est rassuré, mais toujours est-il que nous avons contribué à dire de prendre ça en compte. Et je crois que c'est normal, ça a été pris en compte. Et pour la plupart des députés, franchement, ont parlé dans ce sens. Donc ça, je peux vous dire que c'est une action que nous avons réussi à faire et que nous sommes fiers de l'avoir fait, d'avoir dit notre avis. Malgré que la loi soit déjà votée, on a dit qu'il faut un accompagnement. Ça, on l'a dit. Au-delà de ça, il y a eu d'autres lois encore, que ce soit au niveau de l'environnement, tout ça. Effectivement, même si on doit faire passer des lois, ça ne nous empêche pas de poser nos hypothèses. Et de faire des propositions. De faire des propositions, des recommandations, des amendements, on l'a fait. Parce qu'il y a des lois pour lesquelles parfois on a des idées qui sont peut-être fondées, mais puisque nous devons avoir un financement derrière, on l'exprime. Mais à la fin, on se rend compte que il faut quand même financer pour que ça passe. Ce que nous avons après, derrière, à faire, c'est de suivre, de nous assurer que vraiment c'est mis en place comme cela se doit, d'apporter des trucs. Donc, on a fait. Et puis, je vois que cette assemblée-là, il y a pas mal de bons profils, des gens qui ont de l'expertise quand ils prennent la parole. Alors, au début, avec le ton assez ferme de Joseph Diogbenou, on s'est dit, tiens, c'est fini pour ces députés, ça va chauffer. Est-ce que ça chauffe déjà là-bas? Non, ça ne chauffe pas. C'est juste que on prend plus conscience de notre mission et être aussi des modèles, de ne pas paraître comme des députés indisciplinés. Donc, quand on convoque une réunion, il faut qu'on vienne. Parce qu'avant, il paraît qu'ils avaient l'art de convoquer une réunion à 10h et de commencer ça à 15h ou à 18h. Ou de ne même pas la faire. Ou bien même de dormir à la clair de lune à l'Assemblée. C'est des choses qui se passaient avant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui est bien, c'est ça qu'il faut saluer. Donc, je crois que chacun est dans son rôle. Nous sommes payés par le contribuable béninois. Donc, nous avons aussi un devoir de redevabilité. Et donc, nous devons avoir des comportements, on a des modèles pour représenter valablement notre peuple et faire des propositions de loi. Et voilà. Donc, et contrôler l'action du gouvernement. Parce que si nous voulons donner des leçons au gouvernement, il faut qu'on soit des modèles. Il faut qu'on soit des personnes averties, qu'on sache ce qu'on fait et que voilà. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut retenir globalement. Allez, honorable Alimatou Badarou, l'exécutif est installé, la machine est huilée, législatif, tout marche bien selon vos dires, et le communal également, tout est définitivement lancé dans notre pays, n'est-ce pas? Alors, si vous aviez un message solennel à adresser, disons, à vos mandants et au peuple béninois, en guise de conclusion de cette émission,
quel serait ce message? Ce serait simplement de dire que le Bénin a la chance d'être aujourd'hui un modèle de démocratie et que les institutions de la République aussi sont engagées. Effectivement, vous avez dit les élections communales se sont bien passées. Chacun est dans son rôle. Tout ce qui reste, c'est de mettre tout en orchestre. Et le président de la République a déjà lancé les premières actions, à savoir poser des actes pour toucher le panier de la ménagère, parce que nous avons tous conscience que ce qui intéresse aujourd'hui notre population, c'est ça, la cherté de la vie, comment on fait. Donc le volet social comme premier est déjà lancé. Il faut seulement que tout le monde accompagne, que chacun reste dans son couloir et joue le rôle pour accompagner, parce que là, on a vu un exécutif déjà qui a lancé la balle. Donc à nous aussi d'accompagner, de jouer notre partition, et nous promenons l'engagement que nous allons faire notre mission qui est le contrôle et l'évaluation des projets que nous avons validés en amont, et que nous invitons tous les travailleurs, tous les Béninois à n'importe quel niveau de responsabilité, dans n'importe quel secteur, que chacun se mette au travail, que le gouvernement en place a commencé le travail. Nous devons l'accompagner, parce que ce n'est qu'ensemble qu'on va travailler et que nous irons plus loin, que le bien-être sera partagé par tout le monde. C'est cela. Comment vont nos amis, les albinos, dont vous portez vraiment la cause? On vous a vu dans beaucoup de combats derrière ces gens qui ont beaucoup de difficultés. Oui, les albinos sont encore là. En tout cas, on fait encore du SOS. Et si je vais profiter de votre plateau ici, c'est de faire un clin d'œil à la première dame, Madame Nathalie, de ne pas oublier les personnes atteintes d'albinisme au Bénin. On a besoin, parce que j'ai appris qu'elle est une dame de cœur et qu'elle fait beaucoup d'actions sociales. Et je voudrais lui dire de ne pas oublier les personnes atteintes d'albinisme au Bénin, que ce sera une première pour le Bénin. Alimatou Badarou, honorable députée à l'Assemblée nationale, elle est du bloc républicain. Elle a bien voulu venir partager avec nous sa lecture de l'actualité de ces dernières semaines dans notre pays. Éric Guédénon m'a accompagné dans cette émission avec la collaboration technique de nos amis de la technique derrière la baie vitrée, les hommes de l'ombre qui font un travail remarquable pour nous permettre de vous servir chaque dimanche votre émission débat. Alimatou Badarou, merci pour votre disponibilité. Merci pour l'invitation. Allez, à bientôt. On se reprend dimanche prochain sur le même canal.